Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue au Plan de Rome, bienvenue également à ceux qui nous suivent sur Internet. Dans l'imaginaire collectif, Rome est une ville méditerranéenne, donc une ville chaude. C'est vrai en été. Cela l'était pour les Romains eux-mêmes qui, au moment de la canicule, pour ceux qui en avaient les moyens, partaient dans leur maison de campagne ou au bord de la mer. Mais en hiver, Rome a une amplitude de température moyenne qui n'est pas très éloignée de la nôtre ici à Caen, d'autant que le IVe siècle après Jésus-Christ, l'époque à laquelle nous représentons la Rome virtuelle, est une période froide. Les températures de janvier et février étaient plus basses qu'aujourd'hui. Si l'on compare ces deux graphiques correspondant à notre époque actuelle, en bleu la moyenne des températures minimales, en rouge la moyenne des températures maximales, en vert la moyenne des cumuls d'eau de pluie, on voit clairement que si en été il fait beaucoup plus chaud qu'à Caen, surtout qu'il pleut beaucoup moins qu'à Caen, en janvier-février, l'écart des températures n'est pas très différent entre les deux villes. Alors, nous allons parler, je crois que c'est de circonstance, de Rome en hiver, voir comment les Romains faisaient face à l'hiver en s'habillant chaudement et en protégeant leurs habitations, voir également comment ils se chauffaient. Et ensuite, Sophie vous emmènera dans la Rome du IVe siècle voir deux installations extraordinaires. La grande salle à manger du palais impérial sur le Palatin et puis le système de chauffage des thermes de Caracalla. La première protection contre le froid, c'est naturellement l'habillement. L'artiste qui a réalisé en mosaïque ce calendrier rustique qui représente les différents travaux qu'il faut faire aux différents moments de l'année pour l'hiver, eh bien, il a choisi de symboliser l'hiver par une personne qui est emmitouflée dans un manteau. L'habillement des Romains a varié tout au long de l'histoire de Rome, mais il y a quelques permanences. La tunique est le vêtement de dessous pour Romaines et Romains. Alors, les Romaines ne sortent jamais en tunique, elles portent toujours par-dessus la tunique une robe, la stola, mais les Romains peuvent travailler en tunique simplement. Vous voyez ici, c'est une représentation de travailleurs, justement, qui sont en train de cueillir des olives. Donc, on est en hiver. La cueillette des olives se fait en hiver, au mieux en automne. Vous voyez d'ailleurs qu'ils portent des protections aux jambes. Je vais y revenir tout de suite. Et puis, ils portent des tuniques à manches longues, qui doivent être des tuniques particulièrement chaudes, du type de celle dont parle ce personnage de la comédie. Alors, c'est quelqu'un qui voudrait que sa femme lui dise ces phrases. « Achète de la laine, mon cher mari, pour qu'on te fasse un manteau moelleux et chaud et de bonnes tuniques d'hiver, afin que tu n'aies pas froid cet hiver. » Auguste, l'empereur Auguste, qui était très frileux, portait jusqu'à 4 tuniques, l'une sur l'autre. En hiver, il portait sous une toge épaisse 4 tuniques, une chemise, un plastron de laine et des bandes autour des cuisses et des jambes. Alors, ces deux textes, qui sont très éloignés dans le temps, nous donnent l'essentiel, finalement, de ce qu'était l'habillement des Romains en hiver. Donc, on voit qu'Auguste porte sous sa première tunique, puisqu'il en porte 4, lui, une chemise. Une chemise sous boucoula. C'est un vêtement fin qu'on va porter directement sur la peau. Et puis, par-dessus toutes ces tuniques et son gilet, il porte une toge. La toge, c'est le costume cravate. Et comme Auguste est le chef de l'État, eh bien, il sort, lui, en costume cravate, il porte la toge, et ici, il porte une toge épaisse pour l'hiver. Mais au IVe siècle, la toge ne se porte plus beaucoup. C'est un vêtement qui a tendance à disparaître pour un vêtement de dessus pour sortir qui est plus facile, c'est le manteau, le pallium dont parle Plaute. Alors revenons à Auguste. Par-dessus ces 4 tuniques, il porte un plastron de laine, thorax laneus.
c'est-à-dire un gilet. Un gilet. Et puis, il porte sur les jambes des bandes de tissu qu'on appelle féminales pour les bandes qui recouvrent les cuisses, tibiales pour les bandes qui recouvrent les tibias. Et tout cela, eh bien, c'est attaché par des lanières. Et on voit que les personnages ici portent ces protections sur leurs jambes. Quand il pleut, quand il neige, on peut porter des capuches. La capuche dit coucoulous, c'est ce qui a donné en français le mot cagoule. Et puis au pied, on peut porter des chaussettes. Ce qui n'est pas incompatible avec la sandale, puisque la sandale est la chaussure ordinaire des Romains. Et on a même des chaussettes spéciales sandales. Chaussettes spéciales tongs avec l'échancrure au milieu qui permet de faire passer la lanière qui tient la sandale à son extrémité. Alors voilà pour l'habillement. Pour protéger les habitations, le plus simple, ce sont les volets. Les volets, on en a un bel exemple ici de volets conservés à Oplontis, dans la maison de Popée. C'est une villa qui a été enfouie par l'éruption du Vésuve, mais au moment de l'éruption, la maison était inhabitée, apparemment. Elle était en travaux, donc les volets avaient été fermés. Et toute l'accumulation de boue volcanique d'abord a défoncé une partie des volets qui se sont rentrouverts, et puis tout ça, ça a été conservé dans une gangue de boue, de matière volcanique, si bien qu'on retrouve aujourd'hui ces volets dans la maison de Popée. Ce qu'on mesure peut-être moins concernant l'Antiquité, c'est l'utilisation des tentures, des rideaux, ce qu'on appelle en latin velum au singulier, vela au pluriel. Il y en avait partout. Partout, c'est Pline le Jeune qui raconte « Quand je donne une lecture publique, elle, c'est sa femme, elle y assiste d'un lieu voisin, derrière un rideau. On utilise ces tentures pour séparer les espaces ou pour les portes, à la place des portes, ou pour doubler les portes. » Au moment de l'assassinat de son prédécesseur, Caligula, Claude, qui va devenir empereur, était terrifié. Et, terrifié par la nouvelle du crime, il se dissimula dans les plis de la tenture placée devant la porte. Bon, finalement, comme ses pieds dépassaient en dessous, un soldat a vu qu'il était caché derrière et l'a découvert. Et il semble bien, en tout cas c'est de cette façon qu'on peut comprendre ce texte de Sénèque, qu'on doublait la porte par une tenture. Sénèque, ici, raconte qu'un jour de spectacle, tout le monde est au spectacle. Tout le monde est au spectacle à Rome, donc lui va être tranquille pour pouvoir travailler chez lui. Et il nous dit, la porte d'entrée ne criera pas à chaque minute, donc la porte en dur qui va s'ouvrir, se fermer comme les nôtres, la tenture ne sera pas soulevée. Personne ne va ouvrir le rideau qui suit la porte. On trouve des tentures chez les riches comme chez les pauvres. La différence, c'est la qualité du tissu. Sidoine Apollinaire, ici, va visiter un ami qui est devenu prêtre et qui, devenu prêtre, a fait vœu de pauvreté. Les rideaux pendus à sa porte étaient en étoffe de cilicie. C'est du poil de chèvre, c'est ce qu'il y a de moins cher. Point de plume dans son lit, point de pourpre sur sa table. Dans les palais impériaux, les tentures, les rideaux, étaient omniprésents. À tel point qu'on avait du personnel spécialement chargé d'ouvrir les rideaux pour les personnes importantes. Ce sont ceux qu'on appelait dans les palais français les huissiers, du mot hui qui signifie la porte, qui vient du latin ostium qui signifie la porte. Donc dans les palais romains, on les appelait les velarii. Les velarii, ceux qui manœuvrent le rideau, le velum. Et on a, par exemple, sur une pierre tombale, un certain Talus qui dit qu'il était praepositus velariorum, le chef des velarii, donc des huissiers, domus Augustaniae, du palais impérial. L'empereur Alexandre Sévère, qui voulait être simple, avait
fait en sorte que ces huissiers, ces Welarii, soient presque invisibles. On venait le saluer comme n'importe quel sénateur, les rideaux demeuraient ouverts, les huissiers étaient invisibles. Alors regardez bien cette représentation du palais de Théodoric à Ravenne. Vous voyez les rideaux au rez-de-chaussée. Et puis regardez à l'étage. Il semble que les baies de l'étage soient fermées au premier niveau par des volets et au deuxième niveau par des châssis cintrés qui portent des vitres. Et la vitre était en effet très utilisée par les Romains. On a un bel exemple de palais royal, enfin du moins de ce qu'on appelle l'Olaria, de la salle principale, de la salle d'audience d'un palais impérial, à Trèves. Vous savez qu'à partir du IIIe siècle, Rome n'est plus la seule capitale de l'Empire. Il y a plusieurs capitales dans l'Empire. Trèves en est une, et donc il y a un palais impérial à Trèves. Et la grande salle de ce palais impérial a été conservée, elle est transformée aujourd'hui en temple protestant. Et on peut encore voir, j'imagine que ce ne sont pas les carreaux de l'époque romaine, mais c'est toujours le même principe. Il y a ici 2000 carreaux. 2000 carreaux. Alors, c'est une pièce qui est chauffée. C'est une pièce qui était chauffée par en dessous. Je reviendrai tout à l'heure sur ce type de chauffage. Les murs étaient chauffés jusqu'au premier niveau de fenêtres. Et entre les deux rangées de fenêtres, il y avait une petite galerie qui permettait de nettoyer les fenêtres du deuxième niveau. Le verre est connu par les Romains au moins depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. En témoigne ce texte de Lucrèce, le verre que toute image traverse de son vol. Et il semble utilisé dans les maisons couramment à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Pline est très fier de sa villa de campagne. C'est une villa, une résidence secondaire qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Rome, au bord de la mer. C'est le domaine des Laurentes. Et voici ce qu'il dit. L'ensemble offre un abri merveilleux pour les jours de mauvais temps, car on y est protégé par des vitres. Alors, le mot utilisé par Pline le Jeune, c'est le mot specularibus, qui renvoie à des pierres, qui peut renvoyer en tout cas à des pierres translucides, comme le mica par exemple. Alors, on pourrait dire que ce sont des pierres à travers lesquelles on ne voit pas, qui laissent passer la lumière, mais à travers lesquelles on ne voit pas. Mais il avait aussi des vrais verres, si je puis dire, puisqu'un peu plus loin, il nous dit une piscine d'eau chaude merveilleuse dans laquelle on peut nager en regardant la mer. Si cette piscine est chauffée, elle est fermée. Elle est fermée, donc il y a des vitres à travers lesquelles on peut voir. Et on a des exemples archéologiques d'installations panoramiques. Ici, par exemple, en Turquie, le frigidarium de ces grands thermes, les grands thermes de Tlos, a une exèdre avec des grandes baies vitrées qui donnent sur un panorama magnifique sur toute la vallée qui est dominée par ces thermes. On a retrouvé beaucoup de fragments de verre dans les villas romaines. Alors on voit que les plus petits, c'était des carrés de 20 cm sur 20. Exceptionnellement, on en trouve de 80 sur 80, mais apparemment, ça n'a jamais dépassé 60 sur 60. Alors passons maintenant au chauffage. Les Romains connaissaient le feu ouvert. En témoigne ce texte d'Horace. Tu vois comme le Soracte se tresse. Le Soracte est une montagne qui est à 50 km au nord de Rome, tout blanc d'une neige épaisse. Comme les forêts ne peuvent plus supporter le fardeau qui les fatigue, et comme les cours d'eau se sont arrêtés sous l'aprogel, dissipe le froid, mettant largement du bois sur le foyer. Alors, le focus, c'est une petite plateforme de quelques centimètres de haut, une plateforme carrée, sur laquelle on va faire un feu ouvert avec des chenets. Mais il ne faut pas penser que c'est comme nous, une cheminée avec un manteau et un haut de cheminée et puis un conduit de cheminée qui part. Non, c'est un foyer ouvert dans la maison. Là, ensuite, la fumée va s'en aller dans les ouvertures du toit de la maison. Les Romains utilisent beaucoup le brasero. C'est un système de chauffage très efficace. Donc, c'est un récipient en bronze. À l'intérieur est tapissé de briques. Et on va y mettre dedans de la braise, alors qu'on a récupéré
sur le foyer ouvert de la maison, ou en ville, chez les commerçants qui font du feu, les boulangers, les potiers, là où il y a du feu est produit, ou dans les cuisines tout simplement. Et on installe ces braseros dans les pièces et ça chauffe bien, à tel point qu'avant l'invention de l'hypocauste dont je vais parler maintenant, eh bien, c'est de cette manière dont étaient chauffées certaines salles des thermes. La grande caractéristique de chauffage pour la civilisation romaine, c'est le chauffage par le sol. Le chauffage par le sol qu'on appelle le chauffage par hypocauste. Alors c'est quelque chose qui semble apparaître vers le IIe siècle avant Jésus-Christ et qui va se développer à partir de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors comment fait-on ? Eh bien, j'ai choisi ici comme exemple une maison qui est tout près de chez nous, tout près d'ici, à Vieux-la-Romaine, où une des pièces de cette maison est chauffée par hypocauste. C'est probablement le bureau du maître de maison. Alors on voit bien comment fonctionne ce système parce qu'une partie du plancher est effondrée et les murs sont également effondrés. Donc dans les pièces qu'on veut chauffer, on installe un plancher surélevé, ce qu'on appelle la suspensura, qui repose sur des pilettes de briques, les pilae. Donc on crée un vide sous le plancher. Et dans cette partie sous plancher, souterraine si je puis dire, on va faire une ouverture dans un des murs, éventuellement dans plusieurs murs, si c'est une grande pièce, et c'est ce qu'on appelle le praefurnium, et on va faire du feu dans cette ouverture. La chaleur, la fumée va se diffuser sous le plancher, suspendu sous la suspensura, entre les pilettes, et va ressortir par des tuyauteries installées dans une double cloison qui vont monter jusqu'au toit et qui vont déboucher sur le toit. Donc les fumées vont sortir par le toit à travers ces touboulis. Si bien que dans les pièces qui sont chauffées de cette manière, on a le sol et les parois qui sont chauffés. À Rome, on a plusieurs installations spectaculaires d'hypocauste. Je vais vous en montrer deux simplement. D'abord, la grande salle à manger du palais impérial, de la partie publique du palais impérial qu'on appelle la Domus Flavia. C'est une salle à manger qui fait quand même quasiment 1000 mètres carrés. C'est une belle salle à manger. Eh bien, elle est chauffée. Elle est chauffée par un système d'hypocauste. Aujourd'hui, toute la partie centrale du sol est effondrée. Donc on voit bien sur la partie, sur le bord qui est encore conservé, on voit bien les pilettes qui portent le plancher. Comme beaucoup de pilettes se sont effondrées, le plancher est aujourd'hui plus très stable, très déformé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Domitien, qui a construit ce palais, n'avait pas prévu le chauffage. C'est Adrien, une quarantaine d'années plus tard, qui l'a fait installer. Et le sol que vous voyez ici est tout neuf par rapport à notre restitution, puisqu'il date du IVe siècle. Enfin, il était tout neuf au IVe siècle. On va parler des thermes. Alors, les thermes, c'est un exemple intéressant de chauffage, parce que les thermes sont chauffés été comme hiver. Alors, voici les thermes de Caracalla. Alors, en rouge, ce sont toutes les pièces chauffées. Ce sont toutes les pièces du sud. Alors vous allez me dire, par rapport à l'ensemble, c'est pas beaucoup, oui, mais quand même. Alors, si vous prenez la pièce ronde qu'on appelle le caldarium, c'est plus de 1000 mètres carrés qu'il faut chauffer. C'est une surface considérable. On a également des pièces qui sont tièdes. Ce sont les pièces qui sont en jaune. Et vous voyez aussi des pièces en vert ici. Ce sont des pièces uniquement pour le service. Car il faut bien comprendre que dans un grand ensemble comme les thermes de Caracalla, jamais les nageurs, les clients, ne croisent le personnel de service. Ils travaillent uniquement dans des pièces entre lesquelles ils se déplacent en passant par des couloirs dans les cloisons et ensuite en descendant dans les souterrains. Alors quelques chiffres pour le chauffage des thermes de Caracalla. On estime qu'il y avait 49 fours. On en a repéré 25. On en suppose 24. Mais c'est logique, c'est dans ces chiffres-là. La consommation moyenne de chaque four est estimée
à 20 kg de bois par heure. Si on fait la moyenne entre le temps où il faut mettre en température et ensuite la maintenance de la température. On estime qu'il fallait 10 heures de fonctionnement par jour, compte tenu aussi du temps de chauffe avant que les premiers clients arrivent. Ça nous fait une consommation totale par jour d'environ 10 tonnes de bois. Pour ceux qui sont habitués à compter en stères, ça fait environ 25 stères. 25 stères chaque jour. Alors du coup, il fallait à la fois pouvoir amener ce bois et puis le stocker. C'était tellement d'ailleurs un problème, ce stockage, qu'il y avait une loi qui obligeait les gestionnaires des établissements thermaux à avoir au moins 1 mois de réserve de bois pour le fonctionnement. Alors dans les termes de Caracalla, tout se passe en souterrain. Ici, les souterrains que vous voyez marqués en rouge, ce sont les souterrains qui vont servir pour le service des prêts et fournières, le service des fours. Et en jaune, ce sont tous les souterrains qui vont servir pour le stockage, enfin pour l'acheminement et le stockage du bois. Alors je remercie à cette occasion la directrice des Thermes de Caracalla, Mirella Serlorenzi, et son équipe qui nous a autorisé l'accès à ces souterrains et permis de faire tous les relevés nécessaires pour cette nocturne. Les photos que vous avez vues défiler sur la gauche sont des photos de ces souterrains jaunes, ces souterrains de stockage et d'acheminement du bois. On estime que dans ces souterrains, on pouvait stocker 2000 tonnes de bois, 4000 mètres cubes. Pour parler en stères, ça fait 5000 à peu près, 5000 stères de bois, soit l'équivalent de 6-7 mois de chauffage. Voilà, écoutez, je vais laisser maintenant Sophie vous emmener virtuellement dans la Rome du IVe siècle, à la fois dans le palais de l'empereur et dans ces thermes de Caracalla. Bonsoir. Quoi de mieux pour marquer la fin des vacances de février que de faire quelques pas dans la neige toute fraîche qui tombe sur le Forum romain. Nous avons l'habitude de vous présenter la ville éternelle baignée de soleil, mais parfois, même si l'événement est rare, il peut neiger à Rome. 1 à 2 cm avait recouvert le Forum romain en 2010, 2 cm étaient tombés en 2005, et si nous nous tournons du côté des années exceptionnelles, il faut mentionner l'année 1986, année pendant laquelle 23 cm de neige avaient complètement paralysé la ville de Rome. Dans l'Antiquité comme aujourd'hui, ce type d'événement climatique est peu fréquent, mais il donne à la ville une ambiance toute particulière que nous allons essayer d'appréhender ensemble ce soir. Je vais commencer par monter sur les rostres de Dioclétien, une tribune réservée aux orateurs qui fait pendant aux anciens rostres d'Auguste qui se trouvent de l'autre côté du forum. Vous verrez, une fois que je serai montée sur cette plateforme, que nous pourrons embrasser du regard le centre monumental de Rome, complètement couvert de neige. Voilà, je vais me mettre à la place de l'orateur et regarder en direction du Capitole. Nous y voilà. Maintenant que le cadre hivernal est posé, nous allons nous intéresser aux moyens de chauffage utilisés par les Romains. Je vais essayer de vous montrer quelles solutions ils avaient mises au point pour conserver la chaleur dans un espace donné. Ce soir, nous n'allons pas nous intéresser aux moyens de chauffage ordinaires. Je ne vais pas vous parler des braseros que vous avez vus dans la première partie. Nous allons plutôt nous focaliser sur les systèmes extraordinaires, ceux qui mettent en valeur tout le savoir-faire technique des Romains. Et pour ce faire, je vais tout d'abord vous emmener sur le Palatin, devant la porte de la Domus Flavia, c'est-à-dire devant la partie publique du palais impérial. Et puis pour que nous puissions bénéficier d'une lumière un petit peu plus généreuse, je vais passer en milieu d'après-midi. Et on fera toute la fin de la visite en milieu d'après-midi. Nous voilà devant la porte du palais de l'empereur, et nous allons tout d'abord entrer dans l'Aula Regia, c'est-à-dire dans la grande pièce d'apparat dans laquelle l'empereur donnait la salutatio matinale, la salutation matinale. Donc, les portes du palais vont s'ouvrir pour nous. Et c'est dans cette pièce
que l'on pouvait venir demander une faveur à l'empereur, après bien sûr avoir été fouillé dans la salle des gardes, je n'ai pas fait le détour, qui se trouve sur notre gauche. J'attire votre attention sur les tentures qui sont ici tendues entre les portes. Ces pièces de tissu évitent les courants d'air entre les différentes pièces. Et ce sont ces tentures qui sont manœuvrées par les Uelarini, les préposés aux rideaux dont Philippe vous a parlé dans la première partie. Nous allons maintenant avancer vers le jardin où la neige continue de tomber. Dans quelques instants, nous rejoindrons la salle à manger de l'empereur, la Kenatio Iovis, celle que l'on appelle, pour traduire, la salle à manger de Jupiter. La salle à manger, c'est le bâtiment qui se trouve exactement de l'autre côté du jardin. Nous savons que cette salle à manger était chauffée par hypocauste, c'est-à-dire par un système de chauffage au sol qui permettait à la chaleur de remonter par les murs, puisque tout à l'heure, Philippe vous a montré les photographies du sol de cette pièce, avec son dallage de marbre partiellement effondré au niveau des pilettes de briques. Or, si nous y réfléchissons bien, cela n'aurait pas de sens de chauffer cet espace pour le laisser ouvert au frimas de l'hiver. Nous supposons donc qu'une verrière munie de portes mobiles permettait d'isoler la salle à manger de l'extérieur pour que les convives puissent tout simplement dîner au chaud. C'est une hypothèse qui nous est propre. Il n'existe pas de source archéologique, pas de source littéraire pour accréditer la fermeture de cet espace, mais parfois, il faut s'en remettre à la simple logique. Le verre romain est translucide, donc il laisse passer la lumière, mais, regardez, il n'est pas parfaitement transparent. Donc, quand la verrière est fermée, ou semi-fermée comme ici, on devine les formes du jardin, mais sans le voir de façon vraiment détaillée. Les convives dînent en compagnie de l'empereur. Ils sont allongés sur des banquettes de forme semi-circulaire. On les appelle les banquettes en forme de sigma. C'est celle que vous pouvez apercevoir sur la gauche de l'image. Et puis, si vous regardez maintenant sur le côté de la salle à manger, vous pouvez apercevoir 3 grandes ouvertures. La salle à manger est en effet conçue avec 2 pièces latérales, une de chaque côté, qui sont pourvues de fontaines monumentales. Et ces fontaines coulaient tout le temps. Regardez ce que l'on pouvait voir quand on dînait en compagnie de l'empereur. On pouvait voir ces 2 grandes fontaines monumentales et le bruissement de l'eau devait donc accompagner l'ensemble des dîners donnés sur le Palatin. En été, ça devait être formidable. On devait pouvoir profiter de la douceur du climat romain en s'installant au bord de ces fontaines pour discuter, puisque la pièce est à ciel ouvert. Mais si nous revenons à notre problématique, celle de la protection contre le froid, les 6 baies qui s'ouvrent de chaque côté de la salle à manger vont poser problème en hiver. On ne peut pas laisser la chaleur qui arrive par l'hypocauste dans le sol de la salle à manger s'évaporer par ces larges baies. Un système de volets amovibles en bois, ou peut-être des vitres, peut donc être supposé. En été, comme vous le voyez ici sur la droite, les volets seraient laissés ouverts pour dégager la vue sur les fontaines, et en hiver, ces volets devaient être le plus souvent fermés, comme sur la gauche, sauf quand l'espace avait besoin d'être aéré. Nous avons donc, rien que dans ce palais, 3 systèmes, 3 solutions potentielles pour garder la chaleur fournie par l'hypocauste. Les rideaux, qui vont éventuellement s'installer en complément des portes, les verrières, constituées d'une multitude de petites vitres, et enfin les volets en bois, qui peuvent être fermés ou ouverts en fonction des besoins. Pour la deuxième partie de la visite, nous allons nous pencher de façon un petit peu plus approfondie sur la question de l'hypocauste. Et nous avons choisi de vous présenter un système complexe, qui est probablement le plus impressionnant de Rome. Nous allons nous intéresser au chauffage des thermes de Caracalla. Ce choix nous a semblé le plus pertinent parce que ce système de chauffage fonctionnait toute l'année, été comme hiver. Il faut bien comprendre que les thermes sont une véritable institution pour les Romains. Ils vont venir quotidiennement y passer 2 heures par jour, tous les jours. On estime qu'environ 10 000 personnes venaient tous les jours au therme de Caracalla, peut-être 15 000,
pour se laver, pour entretenir leur corps, pour faire du sport, pour se faire masser, pour se cultiver. Et si nous nous focalisons sur le premier point, la toilette des Romains demande des aménagements vraiment particuliers. À l'époque, on considère que pour bien se laver, il faut d'abord ouvrir les pores de la peau pour se faire transpirer, puis les refermer en se baignant dans de l'eau froide. Les Romains ont donc besoin de pièces chaudes et de pièces froides. Et c'est le sens du mot therme qui vient du grec thermos, qui désigne la chaleur. D'après les fouilles réalisées dans les thermes de Caracalla, toutes les pièces qui se trouvent du côté nord ne sont pas chauffées. Donc la grande piscine à ciel ouvert que je viens de vous montrer n'est pas chauffée. Les vestiaires dans lesquels on se déshabille, puisque dans les thermes on est entièrement nu, ne sont pas chauffés. La palestre dans laquelle on va venir faire du sport, ça peut être sous la partie couverte ou sous la partie à l'air libre, la palestre n'est pas chauffée. Et la situation va rester la même jusqu'au frigidarium, c'est-à-dire la grande salle froide, que l'on appelle aussi une basilique dans ces grands termes impériaux. Je vais arriver dans le frigidarium dans quelques secondes. Cette pièce froide était principalement un espace de convivialité dans lequel on se retrouvait pour discuter, tout simplement. Seule la partie la plus proche du tépidarium, c'est-à-dire la partie qui se trouve ici à droite, était légèrement tiédie. Et les piscines qui se trouvent ici sur ma droite, les deux bassins, sont alimentés avec de l'eau tiède. On peut donc imaginer qu'en hiver, c'est principalement sur ce côté-là du frigidarium que les petits groupes se formaient pour pouvoir discuter. Nous arrivons ensuite dans la salle tiède, le tépidarium, qui va permettre de monter progressivement le corps en température. Et dans le tépidarium, les deux piscines qui se trouvent de chaque côté sont légèrement plus chauffées que de l'autre côté. Ensuite, on arrive dans le caldarium. C'est vraiment la salle chaude des thermes et elle pouvait probablement atteindre les 40 degrés. Avant d'entrer dans cette pièce, il fallait impérativement avoir chaussé des sandales de bois parce qu'à partir de là, le sol est brûlant. C'est impossible de marcher pieds nus. Là aussi, un système de rideaux permettait de concentrer la chaleur dans une seule pièce. La dernière fois que je vous ai emmené au terme de Caracalla, nous en sommes restés à ce niveau d'explication. Mais ce soir, nous allons aller plus loin. Nous allons essayer de comprendre ensemble tout le système de chauffage qui permettait de chauffer le caldarium des termes de Caracalla, à savoir la pièce la plus chaude. En réalité, 4 types de fours sont utilisés dans cette pièce. Nous avons les fours F1 qui vont chauffer le sol. Les fours F2 qui vont chauffer les 6 piscines, toujours par le sol, avec le même système d'hypocauste que celui que Philippe vous a expliqué. Ensuite, nous avons les fours F3 qui sont dédiés à l'alcôve située dans l'axe de l'entrée, qui était donc un espace plus chaud que le reste de la pièce. Et enfin, nous avons des fours F4 qui sont allumés sous des chaudières qui alimentent les bassins en eau chaude. Donc au total, rien que dans le caldarium, nous avons 22 fours allumés en sous-sol pour chauffer cette pièce. La coupe suivante vous montre un quart du caldarium. Et par des effets de transparence, vous pouvez voir 2 choses. Nous avons tout d'abord restitué un des fours F1 qui permet de chauffer le sol de la pièce. On compte 8 fours F1 sous le sol du caldarium et ils sont répartis de façon homogène le long de 2 couloirs qui vont se croiser à angle droit. Les 8 fours F1 se trouvent dans le couloir T4. La chaleur qu'ils produisent remonte dans le sol entre les pilettes de briques qui soutiennent le dallage de marbre de la pièce. C'est le système d'hypocauste. Vous voyez ensuite sur la droite de l'image un des fours F4 qui est allumé sous une chaudière dont la capacité est évaluée à peu près 50 000 litres. On voit également sur cette coupe comment les fumées qui sont générées par les feux allumés sous les chaudières sont évacuées grâce à des tuyaux dissimulés dans le mur. Ces fumées vont ressortir à l'extérieur des thermes, le plus souvent au niveau du toit. Je vous montrerai les fours F2 et les fours F3 tout à l'heure quand nous serons dans le sous-sol, car l'angle de la coupe ici ne me permet pas de vous les montrer.
Avant de descendre dans le sous-sol, je voudrais passer quelques minutes avec vous devant le bassin qui se trouve dans l'axe de l'entrée. 2 fours ont spécialement été installés sous cette alcôve, sous cette excroissance qui n'existait pas au moment où les thermes ont été construits. Et il n'y a que 2 fours, juste autour de ce bassin-là. Il n'y en a pas ailleurs. On peut donc supposer que cet espace était confiné, peut-être grâce à un rideau, et qu'il s'agissait d'une zone surchauffée. À partir de là, 2 hypothèses sont possibles. Soit il y avait une autre piscine à cet endroit, et cette piscine était plus chaude que les 6 autres. C'est ce que semblent indiquer les fouilles, puisqu'on a retrouvé un système d'évacuation d'eau. Soit il s'agissait d'une étuve, un espace surchauffé, pour se faire transpirer plus rapidement. Pour la suite de la visite, je vais vous emmener dans les sous-sols des thermes de Caracalla, et de façon plus précise, dans tous les couloirs dévolus au chauffage. Et vous allez découvrir une véritable ville souterraine dans laquelle du personnel s'affairait vraiment en nombre. Nous allons donc nous mettre dans la peau d'un personnel de service et entrer dans les sous-sols en empruntant un escalier qui se trouve dans les jardins. Nous allons descendre ensemble à peu près 6,80 m sous le niveau du sol. Avant d'aller plus loin, je vous montre l'escalier tel que l'on peut toujours l'emprunter aujourd'hui. Ici, la photographie est prise en bas des marches. Si nous empruntions le couloir que vous voyez au centre de la photographie, nous pourrions rejoindre les couloirs de stockage où des centaines et des centaines de stères de bois étaient entreposés. Et si je continuais à aller tout au bout du couloir que vous voyez ici au centre, je rejoindrais le Mitréum des thermes de Caracalla que nous vous avons déjà présenté à une autre occasion. Pour être parfaitement honnête avec vous, ce n'est pas simple de s'orienter dans les sous-sols des thermes de Caracalla. Il y a un véritable dédale de couloirs sous ces thermes, et donc pour plus de clarté, je vais vous montrer le parcours que nous allons suivre. Nous allons partir du point A, que j'ai surligné de bleu, pour rejoindre le point B. Et en réalisant ce parcours, nous allons pouvoir parcourir 3 types de couloirs. Nous rejoindrons d'abord le couloir S2, celui que j'ai colorié en jaune. De là, nous tournerons à gauche pour rentrer dans le couloir T4, colorié en rouge. Quand nous serons dans ce couloir, nous serons précisément sous le sol du caldarium. Les fours F1, qui permettent de chauffer le sol suspendu du caldarium, se trouvent dans T4. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici, sur cette coupe. Ensuite, nous tournerons à angle droit dans T4 pour rejoindre le couloir T3, qui apparaît ici en orange. Et dans ce dernier couloir, nous pourrons voir 3 types de fours. Les fours F4, qui chauffent les chaudières alimentant les bassins du caldarium. Nous verrons aussi les fours F2, qui chauffent directement le dessous des piscines. Et enfin, je vous montrerai un des 2 fours F3, qui chauffe l'étuve dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui est un petit peu mise à l'écart du reste de la pièce grâce à un rideau. Mais avant de descendre, j'attire votre attention sur la lettre V, qui est notée juste à côté de notre point de départ A. C'est V pour vasque, parce qu'il y a une vasque percée dans le mur pour permettre aux ânes et aux mules de s'hydrater. Et je vais vous emmener voir ça tout de suite. Donc, nous prenons cet escalier et nous descendons environ 7 mètres sous le niveau du caldarium, des jardins des thermes de Caracalla. Donc, on a 2 volets d'escalier. J'ai choisi de prendre la volée de droite. Et dès que je vais me trouver à ce niveau-là, je suis précisément à l'endroit où a été prise la photographie que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, si j'allais tout droit, j'irais vers les couloirs où le bois est entreposé. Et dès que je vais tourner la tête vers la droite, nous allons nous trouver devant la vasque que je vous ai montrée sur le plan. Regardez. Philippe vous a donné des chiffres clés tout à l'heure. On devait brûler 10 tonnes de bois par jour pour chauffer ces thermes, soit environ 25 stères de bois brûlés tous les jours. Ce bois ne pouvait pas être transporté à dos d'homme, mais sur des charrettes tirées par des animaux qu'il fallait nécessairement abreuver. Donc des vasques comme celle-ci, il y en a plusieurs et on les repère aujourd'hui très facilement dans les sous-sols des thermes de Caracalla. Nous allons maintenant nous engager
dans le couloir S2, vous allez voir que c'est un couloir vraiment monumental dans lequel les charrettes de bois pouvaient même se croiser. Et regardez, dans ce couloir S2, nous voyons que le sol est couvert de dalles de basalte, exactement comme ce que l'on peut voir dans certaines des rues de Rome. Je vais vous faire voir une photographie prise dans ce couloir, et ça va vous permettre d'en apprécier la largeur et la hauteur. Et ce couloir à lui seul justifie que l'on puisse parler d'une véritable ville souterraine sous les thermes de Caracalla. Pour l'éclairage, un puits de lumière est prévu au niveau de la jonction avec le couloir T4, mais vous le voyez bien sur la photographie, il n'y a pas suffisamment de lumière pour éclairer l'ensemble de la circulation. Donc à partir de là, deux hypothèses peuvent être avancées. Soit chaque personne circulait avec sa propre lanterne, soit un éclairage était prévu sur les murs. C'est ce que nous avons choisi de représenter ici. Je vais donc maintenant tourner sur la gauche et nous allons arriver dans le couloir T4, celui qui était tout à l'heure colorié en rouge sur le plan que je vous ai montré. Dès qu'on arrive dans T4, on se rend tout de suite compte que la hauteur et la largeur du couloir a considérablement diminué. Les charrettes ne passent plus. Dans le couloir T4, tout doit être porté par des hommes. Étant donné que nous sommes dans le sous le sol du caldarium, il n'y a plus de soupiraux d'aération, ni plus aucune source de lumière directe. C'est dans ce couloir que sont aménagés les 8 fours F1 qui chauffent le caldarium. Donc, la photographie ici a été prise avec de l'éclairage artificiel parce que sinon on n'y voit rien du tout. Pas de soupiraux, pas d'aération, rien du tout. Il faut monter quelques marches pour accéder au four en lui-même qui se trouve ici et qui est entièrement réalisé en briques. Ce four est en effet mis en hauteur de manière à ce que les braises soient le plus proches possible de la zone chauffée. Si je m'approche très près, comme je viens de le faire ici, vous voyez l'espace creux qui se trouve en haut du four. Eh bien, par cet espace creux, on arrive directement au niveau des pilettes empilées sous le sol du caldarium. Le plan suivant vous permet de voir la répartition des 8 fours F1 sous le sol du caldarium. Aujourd'hui, malheureusement, ces fours ont été complètement bouchés, donc le modèle virtuel est bien utile pour comprendre la façon dont il se présentait. Voilà un des 8 fours F1. Il faut imaginer que du bois devait être stocké à proximité de ces fours pour que le personnel chargé du feu n'ait pas besoin d'aller chercher le bois trop loin. Mais il faut quand même bien percevoir que ceux qui travaillaient ici exerçaient vraiment un travail difficile. Ils ne voyaient pas la lumière du jour. Et il faut imaginer que la chaleur devait être vraiment intense sous ces espaces cloisonnés dans ces sous-sols. D'ailleurs, pour l'ensemble du parcours dans les sous-sols, nous avons légèrement forcé l'intensité des torches pour que vous puissiez bien percevoir l'agencement de l'ensemble, mais en réalité, ces couloirs étaient probablement un petit peu plus sombres que ce que je vous présente ce soir. Nous débouchons enfin dans le couloir T3. C'est le dernier couloir que je voudrais vous montrer ce soir. Et là, on retrouve un espace de taille conséquente. Le couloir mesure 5,60 m de haut pour 4,50 m de large. Par rapport à tout à l'heure, l'espace est bien ventilé et il est bien éclairé par les soupiraux qui débouchent sur le jardin. T3 est vraiment un couloir stratégique pour le chauffage, car on y trouve les 3 derniers types de fours qui vont chauffer le caldarium. Nous arrivons ici devant un four F4. Sa fonction est de chauffer les 50 000 litres d'eau présents dans la chaudière que vous apercevez juste au-dessus des braises. Il y a une chaudière par bassin, probablement. Alors il faut mettre ce chiffre, 50 mètres cubes d'eau, en rapport avec la taille des piscines que nous avons vues tout à l'heure. Peut-être qu'il manquait des personnages pour que vous puissiez bien percevoir les échelles, mais on estime qu'une 40aine de baigneurs pouvaient s'asseoir dans chacune des piscines que nous avons vues tout à l'heure. Comme les fours F1,
Les fours F4 aujourd'hui ont été complètement bouchés, ce qui ne facilite pas leur lecture. Et ce qui surprend, c'est l'orientation des escaliers qui se trouvent au niveau du sol devant ces fours F4. Vous voyez que l'escalier n'est pas orienté au centre du four et en plus, il ne donne pas accès au côté ouvert du four. Donc, nous proposons que ces escaliers permettaient peut-être de caler les bûches, comme on le ferait avec un abri à bois, ici. Avec cette disposition, les bûches ne vont pas rouler du côté de la circulation qui se trouve sur la droite du couloir. Vous allez voir que dans la même logique, nous proposons de stocker le bois sous la voûte des fours F2. Là encore, le bois ne va pas empiéter sur les espaces de circulation et les bûches ne peuvent pas tomber, ce qui rationalise l'occupation de l'espace. Vous voyez que ces fours F2 sont beaucoup plus hauts que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, car ils chauffent directement le dessous des piscines du caldarium. Les voilà, les fours F2. C'est pareil, on a un trou au fond du four, et si je m'avançais et que je montais, je ne vais pas le faire pour ne pas me brûler, j'arriverai précisément sous une des piscines du caldarium. Donc, les piscines de la salle chaude sont doublement chauffées. L'eau est chauffée dans les chaudières, mais le bassin lui-même, le contenant, est aussi chauffé par les fours F2. Je vais vous montrer une photographie de ces fours F2 tels qu'on peut encore les voir aujourd'hui. La voici. Si on prend en compte le fait que les thermes fonctionnaient toute la journée et que la mise en chauffe devait commencer avant l'arrivée des premiers baigneurs, alors cela signifie que du personnel s'affairait dans ces couloirs environ 10 heures par jour. Je vais terminer la présentation par le four F3. Il n'y en a que 2 au total. Ces fours se trouvent en haut d'une plateforme de bois que vous voyez ici. Ce sont eux, ces 2 fours-là, qui chauffent spécialement les cuves dont je vous ai parlé tout à l'heure, celles qui étaient fermées par un rideau. Alors aujourd'hui, à Rome, cette plateforme de bois n'est pas conservée, puisque le bois ne s'est pas conservé, mais on voit encore les traces d'ancrage sur le mur de gauche et sur le mur de face de cette plateforme de bois. Et puis j'ai entouré d'un rectangle rouge une trace archéologique particulièrement intéressante. On voit que la plateforme de bois était recouverte de béton. Et c'est ce que nous avons reproduit ici dans le modèle virtuel. C'est une précaution judicieuse pour éviter que les braises du four ne puissent entrer en contact avec le bois, ce qui aurait pu potentiellement générer un début d'incendie. Et puis le couloir que l'on voit sous la plateforme de bois permet de passer de l'autre côté de T3. Voilà. Donc pour conclure, nous espérons que cette visite d'une partie des sous-sols des thermes de Caracalla vous a permis d'oublier le froid de la neige présenté en début de séance. Les grands thermes impériaux, que l'on appelle aussi les palais du peuple, sont de véritables usines. Nous pensons qu'il est vraiment important et essentiel de bien percevoir tout ce qui se passe aussi en sous-sol, derrière l'apparat du marbre abondamment utilisé dans l'édifice thermal en lui-même. Gardez aussi à l'esprit que la difficulté de la gestion du chauffage se superposait à la difficulté de la gestion de l'eau. Il fallait toute la technique propre à cette civilisation et une organisation éprouvée pour que ces thermes puissent fonctionner correctement. Nous sommes donc devant des installations qui dénotent véritablement le génie romain. Ils avaient toutes les solutions techniques à leur disposition pour pouvoir lutter efficacement contre les frimas de l'hiver. Je vous remercie. Merci à vous. Nous allons passer maintenant aux questions, à la fois questions dans la salle et questions par Internet. Dans la salle, on va vous passer un micro. Ce soir, nous avons un nouveau jeune collaborateur qui va nous aider à passer les micros dans la salle. J'en profite le temps que les choses se mettent en place pour vous rappeler que la prochaine nocturne sera au début du mois d'avril, le premier mercredi d'avril, et qu'elle sera consacrée aux coulisses du Colisée. Colisée, c'est un édifice de spectacle extraordinaire, et vous verrez les installations autour du Colisée. Voilà, eh bien, écoutez, nous sommes à vos questions hivernales. Surtout qu'il neigeait hier
à Caen. Donc on était ravis en termes d'introduction pour la nocturne de ce soir. On avait un petit peu peur qu'il y ait moins de monde, donc on est vraiment ravis de vous retrouver aussi nombreux ce soir. Oui, je voulais savoir où est-ce qu'ils allaient couper tout ce bois pendant des décennies et des siècles. Voilà, alors ça c'est justement un des gros problèmes de ces installations thermales. Ils allaient le chercher loin. Ils allaient le chercher loin. Alors pour Rome, ils allaient le chercher dans les montagnes des Apennins aux alentours. Et ces thermes ont assurément contribué au déboisement autour des villes romaines, parce que les Romains ont installé leurs thermes dans toutes les villes. Alors, toutes les villes où ils installaient des thermes. Oui, une il y a question une question devant. au premier On rang. va juste attendre le micro si vous voulez bien pour que ça puisse être enregistré. Donc les Romains étaient capables d'aller chercher le bois très loin. Vous voyez, on a 6 mois de stockage dans les thermes de Caracalla. Ça correspond d'abord, on ne coupe pas du bois toute l'année. On ne coupe pas du bois toute l'année, il faut le faire sécher. Mais donc ces réserves permettent d'aller le chercher très loin. On a le temps de le faire venir, de le stocker dans les sous-sols. Bonsoir. Est-ce que le prix pour visiter ce type d'établissement, est-ce que c'était abordable ou c'était, disons, tout simplement pour l'aristocratie et c'est tout? Ah non, ces termes étaient largement subventionnés. Il nous reste des tarifs d'entrée, donc je ne vais pas vous les donner en monnaie romaine, ça n'aurait pas de sens, mais c'était l'équivalent d'un quart de vin ou d'un morceau de pain. Voilà, donc c'est des tarifs tout à fait raisonnables qui permettent à chacun d'y aller. Pour Rome, c'est une manière pour les empereurs de montrer leur pouvoir, leur générosité. Dans les villes de province, ce sont souvent des évergètes qui financent une partie des thermes, une partie du fonctionnement des thermes. Ce qui est aussi important de bien percevoir, c'est que toutes les classes sociales peuvent se croiser dans les thermes. On le sait par les textes. Et on a notamment un texte où l'empereur qui vient au therme, non pas pour se laver puisqu'il avait ses propres thermes dans son palais, va croiser dans les thermes un de ses vétérans. Donc on peut imaginer même que les esclaves venaient dans les thermes, à part les jeunes enfants qu'on évitait d'emmener dans les établissements thermaux aussi grands que celui-là, tout le monde peut vraiment venir ici. La seule chose peut-être, c'est on pourrait dire quelques mots de la mixité, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on se baignait entièrement nu à Rome. La mixité a rapidement posé des problèmes, et cela a été résolu en prévoyant des termes pour les hommes et des termes pour les femmes, ou quand ce n'était pas possible, comme dans ces grandes installations, d'avoir des horaires différents, avec les femmes qui venaient généralement le matin et les hommes l'après-midi. Oui, et donc j'ai ma question suivante. Est-ce que donc vous avez mentionné que les hommes pratiquaient du sport en fait là-bas? Est-ce que c'était aussi le cas pour les femmes ou pas? Oui. Alors oui, c'est le cas pour les femmes. On a un très beau témoignage. C'est une mosaïque de Sicile, la Piazza Armerina, où on voit des femmes qui sont en train de pratiquer des jeux de balles à l'intérieur de thermes. Elles sont, c'est étonnant au point de vue de l'habillement, elles sont en bikini. C'est marrant, j'étais sûre qu'il allait dire ça. Il y a une question devant, si vous voulez bien prendre le micro. Merci beaucoup. Il faut un micro, oui, pardon. Alors, moi j'aurais une question concernant, s'il vous plaît, les personnes qui travaillaient en sous-sol. Est-ce que l'on a des renseignements sur le nombre d'hommes, s'il y avait des roulements par équipe, s'il y avait des personnes qui étaient plus ou moins affectées à un four particulier, etc. Est-ce que l'on a des renseignements sur ces travailleurs ? Alors, on a très peu de renseignements sur les travailleurs des thermes qui pouvaient être des esclaves ou du personnel libre, des employés d'entreprise qui étaient dédiés à ça. Mais vous voyez, par exemple, pour les thermes de Caracalla, on estime à plusieurs centaines d'hommes qui travaillaient en sous-sol et qui jamais ne croisaient les clients. Tout est fait de manière à ce que le bois soit acheminé. On a parlé aujourd'hui que du chauffage. Mais il y avait aussi tout le système d'eau. Il fallait ouvrir, fermer les robinets de remplissage des piscines. On pense qu'il y avait aussi des réglages
pour l'évacuation des fumées, enfin, qu'il y avait différents réglages à faire, plusieurs centaines de personnes qui travaillent uniquement dans les sous-sols. Alors en hiver, mais ils sont pas trop mal, mais en été, il devait faire sacrément chaud dans ces sous-sols. Et on n'a pas, on n'a pas vraiment de renseignements sur ces personnes. Non. Merci beaucoup. Oui, une question sur Internet peut-être, oui. Merci, bonsoir. Et j'ai deux petites questions pour Sophie et deux autres pour M. Fleury. Question pour Sophie, bon, c'est signifiant, hein, d'ordre technique. Puisque les foyers étaient dans le sous-sol, je n'ai pas vu dans la reconstitution hein, s'il y avait des trous, d'aération pour le tirage. Est-ce que c'était prévu, d'une part? D'autre part, il y a un local ou un endroit chauffé et vous avez émis l'hypothèse de rideaux. Etc. Alors, est-ce que ce n'était pas dangereux? En quelle matière étaient les rideaux, par exemple? Je vais commencer par la deuxième question. On a beaucoup hésité à mettre ces rideaux dans une pièce aussi humide, parce que c'est vrai que ça pose des difficultés, mais en même temps, on a 6 piscines et seule une spéciale, celle qui est dans l'axe de l'entrée, qui a 2 fours en plus que n'ont pas les autres piscines. Ça veut dire que cet espace-là doit être surchauffé par rapport au reste du bâtiment. Donc si on ne l'isole pas d'une façon ou d'une autre, alors c'est peut-être des rideaux, ce sont peut-être des paravents, je ne sais pas, mais si on ne l'isole pas, il n'y a pas d'intérêt à avoir une concentration spéciale de four à cet endroit-là. Donc la nécessité de l'isolement découle de la simple logique. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème justement d'inflammation potentielle de ces rideaux, parce que la flamme et les braises sont en dessous. Elles sont au niveau du sous-sol et il n'y a pas de possibilité qu'une braise puisse passer dans le niveau supérieur. Donc en fait, c'est vraiment sécurisé. La seule chose qui est dangereuse dans ces termes, je vais vous raconter une anecdote, c'est la chaleur du sol. C'est la chaleur du sol. On ne peut pas marcher pieds nus. Mais ça, ce n'est pas une déduction, on le sait par les textes. On sait que des esclaves détestaient leur maître. C'était un mauvais maître. Ils ont essayé de l'assassiner et ils l'ont fait tomber, c'est ce que dit le texte. Ils l'ont poussé, alors qu'il était nu, sur le sol du caldarium et ils l'ont probablement assommé. Ils considéraient que la chaleur de la pièce, le fait qu'il soit assommé et le fait qu'il se brûle au sol suffirait. Ce qui donne bien une idée de la chaleur de cet espace-là. Mais il n'y a pas de braise qui monte. Bon, il se trouve que le maître a été sauvé par un autre esclave qui l'aimait bien, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il n'y a pas vraiment de problème avec l'inflammation potentielle du rideau. Et pour la deuxième question, il n'y a pas de système de tirage comme nous l'entendons dans nos propres cheminées, parce que l'air chaud va naturellement monter dans l'espace vide qui se trouve entre les pilettes. Mais une fois que cet air chaud est arrivé sous les pilettes, il va remonter naturellement, parce que l'air chaud monte, par les tubulures qui se trouvent dans les murs, qui sont creux. Et c'est ça qui va créer l'aspiration. Donc c'est un système un petit peu différent de celui de nos cheminées, mais finalement ça fonctionne de la même façon. Merci. Et pour M. Fleury, d'abord une question sur le verre. Vous avez montré que les Romains connaissaient le verre. Or, dans des documentaires et des films, les Romains n'avaient pas de miroir. Ils utilisaient le cuivre, je ne sais pas, une sorte de métal poli pour se regarder, pour se voir. Est-ce que les Romains n'avaient pas de miroir s'ils avaient le verre? Alors, ils avaient des miroirs, mais qui étaient des miroirs, alors souvent c'était du bronze poli, oui. Et qui faisait, ça faisait un effet miroir, hein, comme aujourd'hui avec le verre et la paroi qui est complètement obscurcie de l'autre côté. Hein. Donc ils appelaient ça aussi des miroirs. Hein. Et on se voit très bien dans ces miroirs métalliques quand ils sont bien propres, bien polis. Voilà. Ah bon, d'accord. Mais ce n'était pas des miroirs en verre. Non. D'accord, merci. Et j'ai lu quelque part que les chaussures, il y avait des chaussures qui étaient faites à partir de papyrus. Est-ce que c'est vrai? Et quelle était la matière
qui permettaient de fabriquer des chaussures à cette époque-là. Alors, il y a pu y avoir des chaussures en papyrus dans les régions égyptiennes, dans les régions du Nil. Bon, Mais à Rome, qui sont à des Rome. régions romaines. Non, à Rome, c'est le cuir. C'est le cuir majoritairement qui est utilisé. D'accord, merci. Oui. François, tu peux peut-être poser une question par Oui. Internet. En attendant que le micro arrive, il y aura la dame aussi hein, qui a demandé aussi un micro. François, Oui. je te laisse poser une question par Internet en attendant. Oui. Plusieurs questions sur Internet qui portent sur les matières utilisées pour les vêtements et les rideaux, et quelle matière c'était et d'où ils venaient. Alors, essentiellement pour les vêtements d'hiver, en tout cas la laine. La laine, c'est la principale matière utilisée. Le lin est également beaucoup utilisé. On sait qu'occasionnellement, le coton est également connu. Mais pour l'hiver, bien sûr, les vêtements de laine. Et une autre question aussi sur ce qui était brûlé. Donc on a parlé du bois, mais est-ce qu'il y avait d'autres matières qui étaient utilisées? Alors, le bois était la principale matière utilisée. Donc, pour Rome, on n'a pas de traces des matières utilisées dans les fours. Mais il y a eu des études qui ont été faites en Afrique du Nord sur ce qui brûlait dans les fours. On s'aperçoit qu'il brûlait en Afrique du Nord, où les arbres sont quand même un peu moins présents que dans le centre de l'Italie. Il brûlait en fait tout ce qui pouvait brûler. Il brûlait de la paille, il brûlait tout ce qui vient de la presse des olives, des grillons d'olives. Il brûlait pas du gros bois, des arbustes, des branchages, tout ce qui pouvait brûler. Voilà. Il y a des questions. On va prendre madame. Oui. Merci pour la conférence. Plusieurs questions courtes. Sur les vêtements, pardon, on a vu l'équivalent de bandes moltières sur les mollets et puis les cuisses. Oui. Ils ne connaissaient pas les brais ou ils ne voulaient pas les porter au Alors, féminin ou au masculin? Alors, les Romains ne portent pas le pantalon, non. Ouais. Non. Alors, peut-être parce que c'est marqué, les barbares, entre guillemets, ceux qui ne sont pas romains, portent le pantalon. On voit par exemple les prisonniers d'As, donc ceux qui viennent de Roumanie actuelle, qui portent des pantalons. Mais les Romains ne portent pas de pantalon. Puis on sait aussi, alors ça c'est des témoignages textuels, qu'il y avait une fierté à Rome d'être jambes nues. Voilà. D'être jambes nues, même d'être bras nus. La tunique à manches longues a été une tunique au départ qui était considérée comme un signe de mollesse. Oui, c'est ça, on manquait de robustesse. Ouais. Voilà. Merci. Et puis sinon, sur l'architecture, en quoi était fabriquée la citerne d'eau chaude? Est-ce que c'était de la brique ou d'autres matériaux? La citerne était métallique. En métal. C'était métallique. D'accord. Alors malheureusement, on ne peut pas dire quelle est la composition exacte parce que ça a été récupéré, donc il nous reste seulement l'empreinte de ces chaudières dans la maçonnerie. On connaît leur taille et leur position uniquement par l'empreinte dans les murs. Mais on n'a pas d'échantillon de métal, par exemple, pour savoir la composition Là, non. Et l'épaisseur et... Non. D'accord. Non, Ok. non. Là, non. Et puis, dernière question sur l'architecture en général. C'est des espaces énormes. Ouais. Donc, je comprends qu'il y ait des questions techniques de circulation, des gens qui travaillent, et puis des animaux, et puis du stockage, etc. Des questions aussi il fallait que effectivement l'air chaud monte et tout, que l'eau circule. Mais quand même, il y a des pièces qui sont énormes. Donc, ils n'ont pas pensé du tout économie d'énergie. Puis les pièces, c'était pour des raisons d'apparat. Que en fait, ces espaces étaient énormes avec des hauteurs sous plafond gigantesques. Voilà. L'immensité, la hauteur fait partie de l'expression du pouvoir, de la puissance. Voilà. Il faut faire des salles immenses en hauteur, et vous avez raison, elles auraient été plus faciles à chauffer si elles avaient été plus basses. Puis moins de bois. Mais ça fait partie de l'apparat. Merci. Oui. Madame, c'est qui voulait... Ah bon, alors voilà, c'est fait. Je crois qu'il y a des questions là-haut, si Là-haut, vous voulez oui. donner les micros. Et on a une question là, oui. Alors allez-y. Moi, je parle. Oui, c'est juste pour une anecdote. Je vais vous raconter. Il y a à peu près 40 ans, j'étais en Syrie, à Alep. Et on était un groupe et on est allé dans des thermes au centre de la vieille ville de Alep. Et c'était très petit, naturellement. Mais on a vu l'extérieur, comment que c'était chauffé. De l'extérieur, on a vu le sol, on a vu les colonnes de briques entassées, et on a vu un homme qui faisait le feu et qui fourguait
du bois et différentes choses pour chauffer au-dessus. Donc vous voyez, ça a perturbé, ça a continué. Ça a continué. Voilà, c'était juste une anecdote. Merci, madame. Il y a une question là-bas sur la... Et je pense que ça a été bien détruit maintenant. On va d'abord prendre la question ici. Oui, bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait un système de filtre pour tout ce qui était poils et cheveux et tout ça dans les bassins. Non. Ouf. Ça part dans le Tibre, c'est très bien. Alors je vais même ajouter un petit détail. On sait que les Romains utilisaient beaucoup l'huile, hein, avant de se baigner et après le bain. Et on sait qu'il y avait toujours de l'huile qui flottait sur la surface des piscines. Voilà. Alors ça, c'est les textes qui nous le disent. Hein. On n'a pas été voir nous-mêmes. On va prendre la question en haut. Bonsoir. Ma question porte sur les cendres. Vu les volumes de bois brûlés, il devait y avoir des volumes de cendres énormes de produits. Comment étaient gérées les cendres et à quoi servaient-elles Comment étaient-elles réutilisées? Oui, alors ça, je vous avoue que sur l'utilisation... Alors, l'évacuation des cendres se faisait par le même système de charrette. Hein. Vous avez vu on circule dans ces sous-sols avec des charrettes qui peuvent se croiser. Donc, pour l'évacuation, il n'y a pas de problème. Pour l'utilisation de la cendre... peut-être comme fertilisant, peut-être comme fertilisant. Je sais qu'on l'utilisait aussi dans la fabrication des savons. Des savons, les teinturiers utilisaient la cendre pour nettoyer, donc une partie qui devait partir pour cet usage-là. Peut-être des usages en agriculture aussi, je suppose. Mais vous avez raison, il y avait une production de cendre qui devait être colossale. Oui. Où se trouvaient les vestiaires, s'il vous plaît? Vous n'en avez pas parlé. Les vestiaires. Les vestiaires étaient... J'ai commencé la visite au niveau de la grande piscine d'eau froide. Et en fait, de chaque côté de la grande piscine d'eau froide, que l'on passe à gauche ou à droite, on arrive dans une pièce où il y a 4 pièces pour se changer. Donc en fait, ça fait 8 vestiaires au total. Je les ai passés très rapidement parce que nous les avions déjà présentés à une autre conférence. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, je crois que nous avons vu cela en détail dans la nocturne qui s'appelle L'eau à Rome et qui est disponible en ligne. Merci. Si on peut avoir un micro. Juste devant la table de François. Oui. Bonsoir, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Et merci. Je voulais vous demander quelle était la température de l'eau des différentes piscines à peu près et quelle était leur profondeur. Et également si les gens faisaient des longueurs un peu comme aujourd'hui dans les piscines. Voilà. Alors, on va commencer par la profondeur. Donc, les piscines d'eau chaude que vous avez vues sont des piscines qui font environ 1,10 m de profondeur. Mais la grande piscine froide, la grande piscine de l'entrée, qu'on appelle un natatillo, est une piscine qui est pas beaucoup plus profonde, 1,10 m, 1,20 m. Donc, les gens ne nageaient pas. Vraiment dans ces piscines-là, quand ils voulaient nager, vers de la nage sportive, ils allaient dans le Tibre. Donc les piscines d'eau chaude, c'est pour se chauffer le corps, et puis les piscines d'eau froide, c'est pour refroidir le corps. Pour la natation, c'est plutôt dans le Tibre. Il y avait une autre partie dans votre question, non? J'en ai eu. La température. La température. On ne sait pas. on ne sait pas. J'imagine qu'on devait pouvoir les chauffer assez facilement autour de 20-25 degrés. Donc l'eau était stockée dans des réservoirs qui étaient plus hauts que les thermes. Donc l'eau arrivait dans ces réservoirs par gravité. Elle était chauffée. Il y avait un robinet dans la partie haute de la chaudière qui permettait, quand on considérait que l'eau était assez chaude, de l'ouvrir pour la verser pour qu'elle coule dans la vasque. Mais il faut penser qu'à ce moment-là, pour qu'elle puisse couler par gravité, il fallait qu'il y ait de l'eau froide qui arrive des réservoirs pendant ce temps-là. Et j'imagine que par expérience, ils arrivaient à calculer le mélange qu'il leur fallait d'eau froide et d'eau chaude pour faire une température acceptable dans les piscines. Mais on peut imaginer que ça pouvait être de l'eau très très chaude. Oui. Merci. On va encore
prendre peut-être une question, si tu en as, François, sur Internet, ou une question dans la salle, et puis s'arrêter là pour ne pas être trop tard. Oui, une question sur Internet. Éventuellement, c'est par rapport aux animaux et aux chariots qui étaient donc dans les sous-sols. Comment est-ce qu'on sait par où ils arrivaient, comment ils repartaient? Alors, ils arrivaient, je ne sais pas si tu peux accéder à la documentation, Sophie. Il y a des ronds-points souterrains. Ils arrivaient par le... Par où je vais y aller. Ils arrivaient par aujourd'hui, tout près, pour ceux qui connaissent les termes de Caracalla, ils arrivaient juste à côté de la billetterie. Aujourd'hui. C'est par là qu'on entrait dans les... Bon, j'y retourne. En fait, je ne vous ai pas fait voir toute cette partie-là. J'espère que je ne vais pas me perdre. Ouais, c'est un vrai problème. Ça, c'est pas gagné, oui. Mais voilà, donc ils arrivaient par ce qu'on appelle la Via Nova, qui était devant les thermes de Caracalla. On n'est pas loin des murailles de Rome, donc les chariots qui arrivaient de l'extérieur, qui amenaient le bois depuis l'extérieur, n'avaient pas beaucoup de trajets à faire pour... beaucoup de trajets en ville, je veux dire, beaucoup de trajets en ville pour apporter ce bois. Il faut que tu tournes à droite. Là, je tourne à droite, après je tourne à gauche. Voilà. Là, j'arrive dans T1. T'es pas sorti, non? Non, je ne suis pas sortie. Non, mais je vais y arriver. Et c'est pas T1, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Tu arrives au rond-point, là. J'arrive au rond-point. Donc, regardez, il y a un rond-point souterrain. Donc, l'entrée est ici. L'entrée est sur la droite. Voilà. Donc, je me retourne. On pense qu'ici, il y avait probablement un contrôle des quantités de bois qui entraient pour pouvoir un petit peu contrôler tout ça. Les charrettes pouvaient tourner par le rond-point comme cela. Et ensuite, voilà, hop. Et ensuite, on arrive dans le couloir. Ici, si je tourne à droite, j'arrive dans S1 où étaient stockées des centaines et des centaines de stères de bois. Et moi, je vous ai fait visiter le côté qui est diamétralement opposé. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces charrettes qui entraient ici, en fait, les baigneurs les voyaient passer dans la rue, éventuellement, mais l'entrée pour les charrettes est totalement à part de l'entrée des gens qui venaient au bain. Voilà. Écoutez, on vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Et on vous souhaite une très bonne soirée, bien chaude. Et j'espère au mois d'avril pour les coulisses du Colisée.